Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, c'est le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, le professeur Alain Fischer. Bienvenue à vous et bonjour professeur Alain Fischer. Bonjour. L'épidémie a tendance à régresser, a dit le ministre de la Santé Olivier Véran. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oui, mais il y a des chiffres pour l'affirmer à travers l'analyse quotidienne du taux d'incidence de l'épidémie en France. Et ces chiffres sont en baisse, mais encore relativement élevés. Donc il faut poursuivre l'effort, c'est évident. Il faut poursuivre l'effort des différentes mesures, autour des différentes mesures qui ont été prises. Les plus anciennes, le port du masque, etc., mais aussi les plus récentes, les contraintes qu'il faut supporter parce que c'est notre intérêt à tous. C'est ainsi que nous arriverons à nous en sortir. Vous n'êtes donc pas préoccupé, professeur Fischer, par le calendrier de réouverture progressive à partir de la mi-mai, compte tenu de ces données sanitaires, de ce contexte aujourd'hui ? Je pense que de toute façon, les choses seront regardées de façon très, très précise en temps et en heure. D'ici la mi-mai, il y a encore presque 3 semaines, si je compte bien. Et donc d'évaluer la situation à ce moment-là. Et c'est sûr qu'il faut faire attention. Il faut naviguer, si je puis dire, entre des désirs et des contraintes et prendre la position raisonnable et prudente. Voilà. Donc c'est important ce que vous dites, l'appel à la prudence, et naviguer aussi à travers les variants, notamment le variant indien, pour lequel l'inquiétude se cristallise. Qu'est-ce que l'on sait précisément de ce variant quant à sa résistance aux vaccins actuels ? On ne sait pas encore beaucoup de choses sur ce plan. Il a été découvert récemment. Comme son nom l'indique, il a été isolé en Inde et il infecte beaucoup de personnes là-bas où malheureusement l'épidémie prend une tournure très négative, mais pas forcément à cause du variant. Ça peut être en raison des circonstances de l'absence justement de gestes barrières, d'un système sanitaire qui est en situation difficile. Il a quelques points de ce variant de ressemblance avec les variants que nous connaissons mieux, originaires d'Afrique du Sud ou du Brésil. Donc on peut s'attendre qu'il ait le comportement du même ordre, mais il est un tout petit peu trop tôt pour juger. La cinétique de sa progression en Inde montre qu'il n'est pas forcément extrêmement virulent en termes d'augmentation rapide du nombre de cas, peut-être moins par exemple que le variant britannique. Néanmoins, il faut être vigilant, le surveiller. Il n'y a pas de cas chez nous, en Hexagone, mais évidemment... Pour le moment, puisque vous parlez de prudence. Mais est-ce que selon vous, certains disent... Mais je pense pas certains disent que c'est inéluctable, professeur Alain Fischer. C'est votre avis ? Sa présence en France ? Probablement, oui. La question est de savoir si par rapport au variant prédominant actuel britannique qui est solidement installé, il peut avoir un impact, et un impact fonction de ses caractéristiques. Encore une fois, cela est suivi de près, sera étudié évidemment de façon très très soigneuse, aussi bien en France que dans tous les pays. Et les pays concernés en particulier. Oui. Il y a cette vigilance, mais il n'y a pas de raison d'avoir une inquiétude supplémentaire, disons. Bon, on vous entend ce matin, mais malgré tout, dans ce contexte-là, qu'attend le gouvernement ? Mais véritablement, on a besoin d'entendre vos raisons, vos explications. Qu'attend le ministre de la Santé pour élargir la vaccination, pour l'ouvrir sans critère d'âge ? Alors d'abord, peut-être c'est bien de rappeler qu'aujourd'hui, plus de 20 millions de doses de vaccins ont été administrées à des Français. Plus de 14,4 millions de personnes ont reçu une première dose. Ça fait plus de 20% de personnes de ce pays. Ce qui est bien, mais encore loin du compte, bien évidemment. Comme vous le savez, la règle qui a été mise en place et qui est tout à fait légitime, c'est de vacciner en priorité les personnes vulnérables, par l'âge, qui est le critère essentiel, et par la maladie, qui est un second critère, qui est aussi important. Et on ne le remet pas en cause. Et il ne faut pas le remettre en cause. Maintenant. Il faut poursuivre, c'est pas fini. Il y a encore des personnes vulnérables par l'âge, tout simplement âgés de plus de 50 ans, parce que même si on a 55 ans ou 60 ans, eh bien, on n'est pas complètement à l'abri, malheureusement, d'une forme grave, d'ailleurs même avant 50 ans, mais c'est plus le cas au-delà de 50 ans. Il y a encore des personnes vulnérables, y compris des personnes vulnérables plus jeunes. La vaccination va être ouverte, par exemple, aux personnes obèses de moins de 50 ans, ce qui est une très bonne chose. Il y a encore d'autres personnes fragiles de moins de 50 ans, pour lesquelles la vaccination n'est pas encore ouverte. Mais, professeur, mais on pense à ces gens-là, mais pourquoi malgré tout ne pas fluidifier les choses pour être plus efficace, pour vacciner ceux qui le veulent ? Vous entendez quand même dans les centres de vaccination ceux qui vous disent il y a des créneaux libres. Pourquoi ne pas vacciner ces personnes plus jeunes aujourd'hui et exposées ? Parce que, alors, sur la notion, il faut bien préciser ce que sont ces créneaux libres. Il n'y en a pas tant que ça. Et on est dans une phase, et ce qui est très bien, d'expansion du nombre de créneaux disponibles. Donc il y a des ajustements qui se font. Et il faut bien savoir qu'un nombre de doses de vaccin égal, par définition, si on ouvrait au premier venu, ça veut dire qu'une personne prioritaire, 60 ans
enfant ou malade ne sera pas vaccinée, enfin ne sera pas vaccinée aujourd'hui, elle le sera dans un mois. Attendez, ça veut dire que si on élargit, on le fait au détriment des autres ? Forcément. On a un nom, on a, j'allais prendre l'image qui n'est pas très appropriée d'un gâteau, si vous donnez une part du allez-y, gâteau. parce que plus c'est parlant pour nous. Là, oui. On veut comprendre pourquoi on ne le fait pas. Si on donne une part du gâteau, je continue avec cette image, même si elle n'est pas tout à fait appropriée à quelqu'un, pour les autres, la part du gâteau restante diminue. Mais on comprend bien, professeur, mais j'insiste de nouveau, ces personnes plus jeunes, puisque nous parlions de ce calendrier progressif de réouverture, elles vont être exposées. Là, vous me parlez de vulnérabilité, vous avez raison pour les personnes un peu plus âgées. Mais les personnes plus jeunes exposées, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il faut les vacciner aussi ? Bien sûr qu'il faut vacciner tout le monde, c'est l'objectif. Mais bien sûr, mais plus rapidement. Une question. Si, dans un monde idéal, ce serait parfait de pouvoir faire ainsi, mais il faut faire des choix. On a une quantité de vaccins disponibles et la priorité doit aller aux personnes qui ont le plus besoin, celles qui ont le plus de risques d'être malades, d'être hospitalisées et de mourir. Et si on ne vaccine pas, il y en a encore des personnes âgées de 70 ans aujourd'hui parce qu'on laissait la place à quelqu'un de 30 ans en bonne santé, qui aussi aura besoin du vaccin. Ça ne se discute pas. A fortiori, si cette personne travaille dans une profession exposée. Mais néanmoins, la priorité est à la personne âgée de 70 ans. Il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont éligibles, professeur Alain Fischer, à la vaccination, qui ne sont pas venues recevoir leur dose. C'est ceux-là qu'il faut attendre aujourd'hui. Il faut les attendre. Il faut les attendre, il faut aller les chercher. Il y a encore par exemple des personnes très âgées pour lesquelles c'est difficile de se déplacer ou plus difficile d'entrer en contact avec l'organisation de la vaccination. Donc il faut, comme on dit aujourd'hui, le terme est utilisé, on comprend bien son sens, aller vers ces personnes, par le téléphone. Il y a une grande campagne de la Caisse nationale d'assurance maladie, par exemple, qui va dans ce sens. Il faut avoir une attitude proactive pour, encore une fois, aller au bout d'un processus qui est très engagé, mais pas tout à fait terminé. Et on vous comprend, mais dites-nous ce matin, professeur Alain Fischer, ça ne veut pas dire, si on n'élargit pas, que les vaccins sont gaspillés, parce que ça, ce serait incompréhensible pour les Français. Si on regarde les courbes de nombre de doses consommées, si je puis dire, ça veut dire administrées. On sait qu'il y a une personne qui a reçu un vaccin, puisqu'à chaque fois c'est enregistré dans un système informatique. On voit bien que les choses avancent comme il faut, qu'il n'y a pas de gâchis. Marginalement, ça existe comme dans tout processus humain, mais très fondamentalement, les doses sont utilisées. C'est vrai qu'il peut rester de ci, de là, soit des créneaux non utilisés, soit des Vous des ne doses. minimisez pas ces créneaux non utilisés, parce que ça existe, bon, ça existe. Ce que vous bien dites, sûr, non, mais bon, voilà, ça existe. Et à ce moment, je pense que d'ailleurs les personnes responsables dans les centres de vaccination, les médecins, les pharmaciens, ils ont souvent des listes d'attente et des systèmes qui leur permettent d'aller chercher des personnes peut-être un peu plus jeunes, mais très bien dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais fondamentalement, et c'est ça qui compte, et on le voit en grand nombre, ça reste exact, il faut suivre les priorités et aller au bout du processus de vaccination des personnes vulnérables. Pas de gâchis, dites-vous, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un gâchis sur j'allais dire la confiance par rapport, au vaccin AstraZeneca? Est-ce que pour vous, professeur Alain Fischer, elle est rompue? Je me souviens, nous étions ici tous les deux le 18 février dernier. Vous me disiez, le vaccin AstraZeneca n'est pas un vaccin de seconde zone. Mais qu'a-t-on fait depuis pour rassurer et insuffler la confiance? Écoutez, d'abord je confirme que ce n'est pas un vaccin de seconde zone, c'est un très bon vaccin qui est tout à fait efficace. Et donc il faut l'utiliser autant que faire se peut. Beaucoup de mes collègues de professionnels de santé se sont engagés pour défendre et expliquer. Mais qu'est-ce que c'est dur pour eux, professeur Fischer, ils n'y arrivent pas. Parce qu'entre-temps, on a appris, malheureusement, mais c'est la vie scientifique telle qu'elle peut se passer au jour le jour, que ce vaccin, de façon très rare, mais réel, peut entraîner une complication, formation de caillots, qui fait, pour que les choses se passent dans de bonnes conditions, que ce vaccin n'est actuellement pas utilisé chez les personnes relativement jeunes, moins de 55 ans, mais par contre garde tout son intérêt, parce qu'il est efficace et qu'il est sûr, en termes d'analyse bénéfice-risque, il n'y a pas de discussion possible, chez les personnes âgées de plus de 55 ans. Donc ce message, je l'indique à la minute, il est répété tous les jours par des milliers, par des dizaines de milliers de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, de personnes, pour faire en sorte de convaincre. C'est dur. Eux font le job. Moi, je parlais de la communication gouvernementale. Oui, mais la communication, la communication gouvernementale aussi va dans ce sens, mais je pense que le message, il est plus fort quand il est porté par les professionnels de santé que par les politiques. C'est absolument évident dans ces questions de confiance sur des points délicats et qui nécessitent explication. C'est pas qu'un message qu'on passe en 30 secondes. Il est légitime que des gens posent des questions, qu'on leur explique le bien fondé. Et si quelqu'un a 60 ans, recevoir ce vaccin, c'est absolument justifié et il faut le faire. D'ailleurs, ça se passe. Il faut pas. Ça pourrait être un peu mieux, indiscutable. Vous voyez les trains qui arrivent à l'heure. On se permet de voir aussi ce qu'il y en a. Et il y en a beaucoup sur ce vaccin.
vaccin-là. Mais il y a quand même aussi beaucoup de trains qui arrivent à l'heure, parce que si on regarde le nombre de personnes vaccinées par l'AstraZeneca chaque jour, ça augmente. Tous les jours, il y a des gens vaccinés. Il y a aussi des difficultés qui font, malheureusement, la société AstraZeneca livre ce vaccin de façon irrégulière. Mais ne faisons pas les mêmes erreurs. Ce qui n'aide pas. Mais... Par exemple, avec le vaccin Janssen, une seule dose du laboratoire Johnson & Johnson, là encore, c'est à peu près le même vaccin à vecteur viral. C'est la même famille de vaccins, c'est-à-dire fondés sur les adénovirus. Il y a un tout petit signal d'alerte du même ordre aux États-Unis, donc situation de prudence, on l'utilise chez les plus de 55 ans, mais voilà, c'est justifié, il faut le faire, il faut y aller, mais à chaque fois, il faut expliquer, c'est normal qu'il faille prendre du temps pour expliquer. Il faudra vacciner les enfants, professeur Alain Fischer? Alors c'est un sujet à l'étude, il faut expliquer Donc l'hypothèse, comme on dit, est sur la table? Sur la table, oui. Ça, c'est sûr qu'elle est sur la table. Après, pas évident comme sujet, sensible. Non, c'est un sujet délicat, mais il faut expliquer pourquoi. L'objectif final de toute cette campagne de vaccination, associée aux mesures, je le répète, néanmoins de distance physique, de barrières qui sont encore indispensables pour un moment, c'est très important de le rappeler, c'est la conjonction des deux qui permettra de sortir de cette épidémie. Et pour sortir de cette épidémie, il faut atteindre ce qu'on appelle l'immunité de groupe. L'immunité de groupe, ça veut dire qu'au-delà d'un certain seuil, le virus, si je puis dire, ou les personnes, pour être plus précise, infectés par le virus ne rencontrent plus statistiquement de personnes à infecter. Notre inquiétude, c'est pas si on va l'atteindre, c'est quand, professeur Alain Fischer? Justement, j'essaie de vous expliquer. Pour cela, donc, il faut avoir vacciné un grand nombre de personnes. Et si on fait des modélisations... Près de 80% de la population? Probablement, il faudrait que 75% de toute la population, enfants compris, ou alors si vous enlevez les enfants, on monte à un genre de 85% peut-être de la population adulte. Et est-ce qu'on peut y arriver à 85% par exemple de vaccination ou de personnes protégées par l'infection? Je ne suis pas sûr. On verra cet été ce qu'il en est. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, la discussion sur les enfants devient plus prégnante. D'autant qu'il y a quand même un bénéfice pour les enfants, il ne faut pas oublier. Heureusement, c'est une maladie tout à fait bénigne chez les enfants, mais quand même, il y a eu en un an plusieurs centaines de cas d'une complication inflammatoire est sur la table, qui n'est pas négligeable. Donc il y aurait un bénéfice direct pour les enfants, les protéger. Il y a des essais cliniques en cours, c'est un préalable absolu, évidemment, concernant la sécurité. C'est évident, je le répète, mais c'est une évidence. Et l'efficacité des vaccins chez l'enfant, il y a déjà une étude avec le vaccin ARN de Pfizer chez les 12-15 ans qui a montré que le vaccin était à la fois efficace et sûr. D'autres études sont en cours pour des enfants plus jeunes, et quand on aura ces informations, quand on saura où on en est du taux de couverture vaccinale, enfin combien de Français sont vaccinés cet été, alors on pourra voir ce qu'il en est. Et peut-être qu'à ce moment-là aussi, pour conclure, professeur Alain Fischer, on pourra tomber le masque en extérieur? C'est exactement l'objectif. On espère que c'est pas à la Saint-Glinglin quand même. Non, tomber le masque à l'extérieur, ça viendra probablement un peu plus vite. C'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Mais tomber le masque en intérieur et supprimer toutes les mesures barrières, ça sera à ce moment-là. Merci, professeur Alain Fischer. Merci aussi pour la pédagogie, c'est important. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.